Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, au Mali, quelles attentes pour le nouveau gouvernement d'Abdoulaye Maïga face aux défis sécuritaires, économiques et électoraux? Éléments de réponse dans un reportage de Mohamed Danyoko. Le Bénin renforce sa stratégie globale contre le terrorisme avec un symposium sur la déradicalisation et la sécurité frontalière, nous dira Ginette Fleur-Adandé. La France revoit sa présence militaire en Afrique vers un partenariat renouvelé et une réduction des effectifs. Nous en parlons dans notre fait marquant de la semaine. Au Burkina Faso, la langue Tiefo s'éteint face à la dominance du Dioula. Gilda Sda raconte comment la communauté Tiefo lutte pour préserver leur héritage linguistique. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Avec l'arrivée du général Abdoulaye Maïga à la tête du gouvernement malien, les attentes demeurent: relancer l'économie, sécuriser le territoire et organiser des élections inclusives. Les Maliens espèrent des avancées concrètes après une transition prolongée marquée par des défis politiques et sécuritaires persistants. C'est un reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Après le limogeage de Choguel Koukala Maïga, suite à sa sortie musclée et aux nombreux meetings demandant son départ, les Maliens expriment aujourd'hui leur attente vis-à-vis du gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga. La situation économique du pays vient en tête. Et ce que nous souhaiterons aujourd'hui, et ce que le peuple malien a besoin aujourd'hui, c'est vraiment la relance du secteur économique. L'île ne peut ignorer aujourd'hui que le pays traverse des périodes extrêmement difficiles, surtout sur le plan financier. Aujourd'hui, tout ce que le Malien cherche, c'est l'autosuffisance alimentaire. On cherche d'abord à manger. Troisième gouvernement depuis le début de la transition en août 2020. Nombreux sont ceux qui estiment aujourd'hui qu'il est temps d'aller aux élections tout en trouvant une réponse à la question sécuritaire, ce qui permettrait selon eux l'organisation d'élections plus inclusives. L'attente principale, c'est vraiment l'organisation des élections. On n'est pas sans savoir que la transition tend vers sa 5e année, même en étant la trajectoire rectifiée, comme on le dit. Nous avons déjà atteint bientôt les 4 ans. Donc je dirais que l'élection doit être mise en ligne de priorité. Mais les autres défis qui existaient vraiment sont prioritaires aussi, tels que la sécurisation au centre et au nord du pays. La création d'un ministère délégué auprès du Premier ministre en charge des réformes et du processus électoral augure, selon certains, de l'organisation très prochaine des élections. C'est l'avis de Boubacar Yalkoué, patron du journal Le Pays. Il y a quand même des faits qui ont quand même attiré l'attention des gens. C'est le fait qu'auprès du Premier ministre, il y a eu la création d'un nouveau ministère qui est en charge des réformes et également aussi du suivi du processus électoral. Et le suivi du processus électoral, les gens se sont dit ici et là que ce qui sous-entend quand même que le gouvernement, les autorités de la transition, les militaires quand même sont dans de très bonnes dispositions de faire en sorte que 2025 qui arrive, qu'on puisse vraiment sortir de cette transition-là. Mais selon lui, le préalable à ces futures élections est la pacification de la scène politique à travers la libération de certains leaders politiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de faire en sorte que nous puissions aller vers l'union, la paix et la réconciliation. Il faudrait que tous les Maliens s'y retrouvent pour faire face à la situation parce que les défis sont vraiment énormes. Et c'est en cela, en réalité, que le pari, en réalité, le vœu qui a été exprimé depuis le début de la transition sera réalisé. Ici, observateurs et analystes s'accordent à dire que le nouveau Premier ministre, ancien ministre
de l'administration territoriale, donc au fait des questions électorales, sera celui qui va organiser les élections. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Nous sommes en ligne avec Mohamed Danyoko pour continuer la discussion. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir Eric, bonsoir. Quels ont été les principaux accomplissements du gouvernement de Choguel Kokala Maïga avant son limogeage? Écoutez Eric, Choguel a passé 3 ans et 5 mois à la tête de la primature. Mais aujourd'hui, après son départ, on ne parle pas forcément de bilan. Mais si on veut parler de son bilan, de ce qu'il a pu bien faire, c'est que c'est celui-là qui avait en tout cas dit qu'il était possible d'organiser des assises nationales de la refondation au moment où l'actuel Premier ministre n'était pas forcément pour. On a pu organiser ces assises et on pense aujourd'hui que quelque part, ce sont les recommandations de ces assises-là qui guident les actions des autorités de la transition. Mais en ce qui concerne la mise en œuvre de pas mal de choses, c'est les recommandations qui sont mises en œuvre puisque l'accord d'Alger qui était en tout cas signé, l'accord n'existe plus et la feuille de route aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, demeure les recommandations de ces assises-là et le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, on sait, il s'était vraiment battu avec et honte pour que ces assises puissent se tenir. Mais au-delà de ça, vraiment, on ne retient pas grand-chose de son passage à la tête de la primature après avoir y siégé, comme je l'ai dit, 3 ans et 5 mois. Quels échecs ou faiblesses du précédent gouvernement sont jugés les plus préoccupants par les Maliens? Ce qui est plus préoccupant et ce qu'on entend de la part de la plupart de ceux que l'on interviewe, c'est que Choguel n'a pas pu, en tout cas, fédérer autour de la transition. Nous sommes dans une période transitoire et qui dit période transitoire dit forcément la mise en commun des forces, la mise ensemble des forces pour aller de l'avant. Mais ce qui n'a pas été fait, et aujourd'hui, le doigt accusateur est notamment pointé vers Choguel Kokala Maïga, qui s'est mis à dos lui-même la classe politique, qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu cette union sacrée pour aller au-delà. Et donc, justement, on lui reproche beaucoup de choses. Mais ce que l'on lui reproche et que ce sur quoi les gens sont unanimes aujourd'hui, c'est que Choguel, entre guillemets, était clivant. Et cela n'a pas aidé les autorités de la transition à aller de l'avant, à mettre en œuvre et à faire recours à toutes les compétences nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en œuvre cette transition-là, qui aujourd'hui, on le dit, après le 20 août 2020, il y a 4 ans pratiquement, et on ne sait pas encore quand est-ce que ça va finir. Et Choguel est parti, Abdoulaye est venu et les attentes sont grandes. On a pu l'entendre dans le reportage qui vient de passer. Merci beaucoup Mohamed Danyoko pour toutes ces explications. Nous avons quelques commentaires sur notre plateforme Facebook. Aruna Traoré, pour lui, ses priorités, il dit, pour moi, tout est prioritaire. Cependant, beaucoup oublient l'importance du changement dans la continuité. Ce que Choguel n'a pas réussi à accomplir, cette nouvelle équipe ne sera pas en mesure de le faire non plus. Ismaël, il dit ceci, je cite, « Lutter contre la corruption et le détournement des fonds publics, instaurer des politiques favorisant les investissements directs étrangers, encourager l'entrepreneuriat des jeunes et renforcer les partenariats publics-privés. » Voilà les priorités qui sont définies par Ismaël. Zaka Soba, il dit « Notre priorité actuelle est de reprendre le contrôle du territoire national. Peu importe si les élections doivent être repoussées d'un siècle et doivent être reportées, la sécurité reste l'objectif primordial. » Diallo Tcherno Oumar Diallo, il dit « Des élections inclusives sont impossibles avec des acteurs politiques persécutés, exilés ou détenus illégalement. Les militaires contrôlent tout, président, chef du CNT, premier ministre. Le Mali du général Goïta reflète une transition verrouillée. » C'est le point de vue exprimé par Diallo Tcherno Oumar Diallo. Et pour une analyse approfondie, nous sommes en ligne avec Mohamed Abelari El Khalil, promoteur du symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent, religieux et du terrorisme. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir mon très cher Eric. Alors, le nouveau gouvernement a-t-il la capacité de répondre aux défis économiques et sécuritaires en vue d'élections inclusives? Vous l'avez suivi dans le reportage de Mohamed Danyoko. Oui, moi je pense qu'après le départ de Choguel, il y a eu une très belle réflexion dans un timing bien réfléchi
pour pouvoir vraiment mettre sur place un gouvernement qui peut répondre aux aspirations du peuple malien. Moi, je pense que le gouvernement d'aujourd'hui, dont le général d'armes Abdoulaye Maïga est à la tête comme Premier ministre, peut apporter des réponses idoines à certaines questions qui sont les questions économiques, les questions des droits de l'homme, les questions des droits des femmes, etc. Je pense bien qu'ils peuvent relever les défis quand ils se concertent, quand ils essaient aussi d'écouter le peuple malien. Oui, le gouvernement actuel est composé par plusieurs ministres du gouvernement sortant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, vous savez, il y avait, à mon avis, c'est juste une analyse personnelle. À un moment donné, il y avait une incohérence entre les actions de certains ministres et sur le terrain également. Et donc, je pense qu'il y a eu des diagnostics qui ont été posés par, comme on appelle, peut-être les conseillers spéciaux, je ne sais pas, de chefs de l'État ou d'autres experts qui ont proposé vraiment d'avoir un gouvernement de mission. Je pense que c'est un gouvernement de mission. Quand nous regardons aujourd'hui le ministère... Quand nous regardons aujourd'hui le ministère de la promotion de la femme, qui est vraiment dirigé par une dame qui a vraiment toutes les expertises nécessaires pour répondre à ces questions, quand également nous regardons, comme on appelle, le département de l'environnement, voilà un peu des points clés qui peuvent vraiment nous donner l'espoir, dire que s'ils écoutent, moi j'insiste là-dessus, il faut qu'ils écoutent le gouvernement, écoutent le peuple malien, l'aspiration du peuple malien, afin de s'inspirer et de prendre la bonne voie. La création du ministère délégué pour les réformes électorales peut-elle garantir une transition démocratique en 2025? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura des élections en 2025, 2027, 2030. La question, à mon avis, n'est pas là. Mais je pense qu'avec cette création de ce ministère pour les réformes électorales, c'est une bonne volonté affichée de la part de toute la transition pour dire à la communauté internationale, pour dire aussi au peuple malien, voilà, nous sommes là, nous ne voulons pas rester, nous voulons organiser des élections. Mais comment le jeu va se passer là, c'est la réalité du terrain qui va nous commander tout cela. Mais cette création, quand même, à mon avis, est une, comme on appelle, la mise, l'éclaircissement de la volonté des autorités de la transition d'organiser des élections. Quel mécanisme pourrait relancer, disons rapidement, l'économie tout en répondant aux attentes d'autosuffisance alimentaire? Les priorités économiques peuvent-elles être conciliées avec l'urgence des réformes politiques? Oui, aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, la crise est mondiale, mais en réalité, le cas malien était un cas spécifique parce que avec la politique du Dr Choguel Kokolo Maïga, un homme politique que j'admire beaucoup, que j'apprécie d'ailleurs, mais à mon avis, sa politique avait un peu fermé la porte du Mali à la communauté internationale. À un moment donné, c'est une vérité qu'il faut dire parce que nous avons montré nos muscles à la communauté internationale. La communauté internationale aujourd'hui a compris ce que le Mali veut, comment nous voulons, comme on appelle, gouverner notre pays. Ceux qui sont les vrais amis, qui sont sincères, qui veulent aider le Mali, savent déjà, voilà la position du Mali. Je pense qu'il est temps d'ouvrir la porte, d'être flexible, d'inviter la communauté internationale vraiment à venir s'investir auprès de la jeunesse, auprès des femmes et au sein de l'économie, surtout les entreprises. Avec le délestage, plusieurs entreprises étaient parties en faillite qui fermaient. Donc aujourd'hui, je pense que pour vraiment relancer l'économie nationale, il faut vraiment ouvrir la porte à la communauté internationale. D'ailleurs, on n'a pas fermé la porte, mais peut-être que l'explication avec le leadership de Dr Choguel Kokolo Maïga, certains n'avaient pas compris ce que le Mali voulait réellement. Et les réformes politiques sont nécessaires aujourd'hui parce que la transition est le meilleur moment et la meilleure période pour vraiment aller vers des réformes politiques crédibles, sincères et nécessaires. Par exemple, Mohamed, oui, quelques exemples des réformes politiques nécessaires selon vous? Il y a eu des lois sur la question de la gouvernance. Il y a eu des lois, comme on appelle, deux lois qui ont été votées, promulguées. Voilà un peu comme on appelle, par rapport à la question sécuritaire, par rapport à la question des droits de l'homme. Il y a eu des lois majeures qui ont été, comme on appelle, proposées par la transition. Voilà un peu des actes qu'il faut saluer, quel qu'en soit. Ils sont là, ils sont en train de poser des actes vraiment salutaires. Mais moi, à mon avis, les réformes politiques aussi partent également dans le même sens de l'apaisement du jeu politique. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la libération des acteurs politiques qui ont été comme on appelle, emprisonnés. Nous sommes au Mali, on peut leur accorder un pardon national, afin vraiment que le climat social peut être apaisé pour qu'on puisse parler de même voix, on puisse parler de l'organisation des élections dans les bonnes conditions pour qu'on ait vraiment une élection inclusive, transparente et fiable. Comment évaluer l'impact des tensions politiques sur les efforts de pacification et de réconciliation nationale? Oui, aujourd'hui, les hommes politiques doivent comprendre. Moi qui vous parle, je suis analyste, mais également je suis un homme politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons se donner, prendre le chemin de la réconciliation nationale. Nous devons nous donner à des discours vraiment qui apaisent les esprits, un discours qui vraiment réconcilie les cœurs.
Nous, Maliens, nous sommes un peuple qui est toujours réconcilié. Quelle qu'en soit les tensions, le Mali n'a jamais été un peuple divisé. Mais aujourd'hui, nous voyons que certains hommes politiques et même certains acteurs de la société civile posent des actes vraiment qui mettent en mal, c'est-à-dire le bon fonctionnement de la transition. Et donc vraiment aujourd'hui, la réussite de cette transition, ça doit être l'affaire de tous les Maliens, c'est pas l'affaire de son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, c'est l'affaire de tous les Maliens. Donc nous devons œuvrer pour que vraiment cette transition réussisse, parce que qui parle là de Mali de demain, le Mali souverain, le Mali imbattable, le Mali extraordinaire, c'est vraiment une bonne gestion de cette transition au Mali. Il y a un média et donc, nous devons vraiment poser des actes qui vont vers cette trajectoire. Il y a un média qui a été fermé. Est-ce que vous pensez que ça peut aider à apaiser le climat social? À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants de la transition, qui, à mon avis, sont des hommes éveillés, comprennent beaucoup de choses, doivent vraiment réfléchir sur beaucoup d'actions, d'actes posés avant de réfléchir avant de poser certains actes. Parce qu'à mon avis, la fermeture de ce média n'apporterait rien, ne changerait rien du tout par rapport à la situation qui est là. Moi, je pense qu'il fallait avoir des sanctions, des explications, des demandes. Nous sommes des Africains, nous sommes dans un pays, comme on appelle, où il y a de multiplicité de cultures, de traditions, donc nous pouvons se pardonner. Je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, je n'approuve pas la fermeture de ce média. Merci beaucoup Mohamed Abdelari El Khalil, promoteur du Symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent, religieux et du terrorisme. Merci beaucoup pour votre expertise. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Face à la montée du terrorisme, désormais une réalité palpable dans le nord du Bénin, les autorités intensifient leurs efforts pour une lutte globale et durable. À travers un symposium national, acteurs civils et religieux ont exploré plutôt des stratégies axées sur la justice sociale, la bonne gouvernance et la déradicalisation des jeunes. Ce rendez-vous, initié par l'Institut des artisans de justice et de paix, souligne que la seule réponse militaire ne suffira pas à endiguer ce fléau. Sur le terrain, les soldats défendent vaillamment les frontières, tandis que les communautés locales s'engagent à sensibiliser la population sur les dangers de l'extrémisme violent. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé. Autrefois perçu comme une menace lointaine, le terrorisme est désormais une réalité au Bénin, surtout dans le nord du pays. Les voix les plus autorisées insistent de plus en plus sur l'importance d'une approche globale et durable pour combattre le phénomène. C'est le cas du père Eric Aguendé, prêtre et président de l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP, initiateur du symposium sur le terrorisme qui a pris fin vendredi dernier. Le fond du problème du terrorisme, c'est l'injustice, la pauvreté, l'exclusion. Un pays qui entretient l'injustice, l'exclusion, la discrimination, le chômage, la misère ne peut que faire le lit des intentions irritantes et révoltantes qui terrorisent l'opinion publique. Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux. C'est le thème de ce symposium qui a réuni à Cotonou divers acteurs préoccupés par les mécanismes à mettre en place pour venir à bout du terrorisme. Pour le spécialiste des questions de sécurité, Massim Dacroze, c'est une chose de renforcer l'armée, mais l'autre est de travailler à sensibiliser les jeunes qui sont des cibles faciles. Ces jeunes qui se laissent manipuler, qui généralement ne savent même pas de quoi il s'agit.
mais qui, parce qu'ils font face à des difficultés, deviennent des proies faciles. Le terrorisme est un mal systémique qui anéantit tout élan de développement et reste donc un problème d'État, et il faudrait des mesures et des actions convergentes et transversales pour y faire face. Quelques participants venus du nord du Bénin rencontrés à la fin du symposium. Mes impressions sont bonnes. Et rentrer chez nous, je crois qu'on va mettre tout en œuvre pour que la sensibilisation continue. En tant que femme, moi si je rentre, je vais dire ça aux autres femmes, disons, pour qu'on forme des équipes, pour qu'on puisse les sensibiliser sur l'extrémisme violent. Si nous, en tant que communauté, on arrive à respecter nos droits, à respecter aussi les droits des autres, je pense qu'on pourra mettre fin à ce extrémisme violent. Mais la lutte contre le terrorisme n'est pas que dans la théorie, c'est aussi l'engagement des soldats sur le terrain. À Koalou, localité située dans le nord-ouest du Bénin et dans la région de l'est du Burkina Faso, la détermination est toujours aussi grande malgré les revers essuyés. Nous ne pouvons que nous donner davantage à cette opération, à cette mission, à notre mission d'ailleurs qui est de défendre le territoire béninois. Nous ne pouvons d'abord que remercier le gouvernement pour les efforts qui ont été faits avec la mise à disposition des forces armées béninoises d'équipements nous ayant permis vraiment de tenir et de défendre fermement nos positions. Ces derniers jours, les villes frontalières dans le nord ont été le théâtre de plusieurs affrontements entre forces de sécurité et population. Des décès sont déplorés. Selon plusieurs observateurs, ces événements sont de nature à enflammer la situation sécuritaire déjà très vive. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique. La France redéfinit sa présence militaire en Afrique avec un rapport prenant un partenariat renouvelé et co-construit respectant la souveraineté des pays concernés. Une réduction significative des effectifs est prévue au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Tchad, adaptant la coopération aux besoins locaux. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Monsieur Ould Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Rapidement, ce plan de reconfiguration militaire suffira-t-il à apaiser les opinions africaines hostiles à la présence française en Afrique? Écoutez, à court terme, je ne pense pas, pour les raisons suivantes. D'abord, quand on regarde au fond, il y a très peu de bases françaises en Afrique francophone. Je ne parle même pas de l'Afrique dite anglophone où il n'y a aucune base. Il y a des militaires français au Tchad, à Djibouti, probablement au Gabon et un peu en Côte d'Ivoire et très peu au Sénégal. Donc le problème, à mon avis, n'est pas cette présence qui en fait peut être un atout pour ces pays, que la France ait des soldats sur place. On le comprend. Mais c'est aussi une carte diplomatique, une carte sécuritaire pour les pays concernés si on joue le jeu sérieusement ou on l'analyse diplomatiquement. Cette mesure arrive-t-elle trop tard ou peut-elle encore changer la perception des relations franco-africaines? À court terme, elle arrive tard et les communications d'aujourd'hui étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire par tous les réseaux sociaux, à tous les niveaux des opinions publiques, il faut du temps pour qu'il y ait une amélioration, une stabilisation d'abord, une amélioration de la perception de la France dans certains pays et dans certains groupes sociaux. Surtout que la France, l'un des problèmes qu'elle a, c'est la déclaration que des pays tels que la Chine, la Russie et la Turquie seraient ses adversaires. Comment ce repositionnement pourrait-il influencer justement les dynamiques géopolitiques avec d'autres puissances en Afrique comme la Chine ou la Russie? Alors, ces trois pays, Chine, Russie et Turquie, communiquent très peu. En tout cas, la Chine et la Turquie, essentiellement peu. La Russie fait ce qu'elle fait. Et c'est des périodes qui datent depuis la Deuxième Guerre mondiale et même avant. Le problème, à mon avis, c'est la communication de Paris. Il y a très peu de soldats, par exemple au Sénégal, à Djibouti. La France n'est pas seule. Il y a les États-Unis qui ont leur plus grande base. Il y a la Chine, il y a le Japon, il y a l'Allemagne. Je crois même l'Espagne. Et Djibouti assume cette responsabilité pour des raisons stratégiques, économiques et autres. Donc, le problème aujourd'hui, pour moi, la présence française
n'est pas comme une présence du temps de la guerre froide, n'est pas une présence comme du temps de la colonisation, c'est une présence que des pays de deux côtés peuvent utiliser comme carte. Je pense en particulier au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Mais ceci est vrai aussi du Tchad, s'ils le font, ou du Gabon. Merci Ahmedou Ould Abdallah. Je signale que vous êtes directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Merci pour toutes ces explications. Dans l'ouest du Burkina Faso, la langue Tiéfo, autrefois riche et largement parlée, est aujourd'hui en voie d'extinction. À Noumoudara, l'un des rares villages Tiéfo, les habitants, jeunes et anciens, redoublent d'efforts pour préserver leur héritage linguistique. Face à la dominance du Youla et à des décennies de déclin, des initiatives communautaires émergent, notamment l'enseignement de la langue dans les écoles locales. À travers calepins et livres, la communauté espère transmettre cette richesse aux générations futures, restaurer leur fierté culturelle et garantir la survie de leur identité. Suivez ce reportage d'Ogil Dasta. À son petit-fils, Badjouri Ouattara, guide touristique, tente d'inculquer les rudiments du Tiéfo, leur langue maternelle. Une langue en voie de disparition dans les villages de la commune, comme ici à Noumoudara, à 400 km à l'ouest de Ouaga. À travers un calepin où il note les mots de sa langue, cet homme de 71 ans est déterminé. Badjouri Ouattara, guide touristique et habitant de Noumoudara. On a créé le bureau, on a fait un bureau pour les ethnies Tiéfo. Donc à travers ça, on pense que dans les années à venir, il y aura quelqu'un qui pourra nous financer pour la réhabilitation de la langue Tiéfo. Mais avant ça, nous-mêmes, on a commencé à réhabiliter ça à travers la population. La preuve que j'ai des écrits, moi-même je suis à l'école actuellement, voilà, les écrits de la langue Tiéfo, on a commencé à apprendre ça. Et puis, à l'école, on a commencé à enseigner ça aux enfants. La situation est préoccupante. Un petit tour dans les rues du village nous donne une idée. Abdul Karim Ouattara, jeune de Noumoudara. Je suis né trouvé aussi, mes parents aussi, nous aussi n'ont pas appris. Donc, ça nous dérange un peu. Ladi Ouattara est aussi Tiéfo. Non, je ne comprends pas Tiéfo. Souvent, si je viens, je pose avec papa, celui qui m'essaie de me faire. Et même Bassomé Ouattara, descendant d'un important chef guerrier, ne parle pas sa langue. Moi, je ne parle pas Tiéfo. C'est un jeune homme, il s'est approché d'Alger. Il a pris quelques langues, il s'est débrouillé. On a formé un livre sur ça. C'est ce livre-là qu'il est en train de nous enseigner. Jeune, vieux, presque personne ne parle le Tiéfo dans ce village. La langue Djoula ayant pris le dessus. La langue Tiéfo s'étiole depuis les années 1700, selon le guide Badjouri Ouattara. Tiéfo boit. Donc c'est le premier chef de guerre. Donc c'est par son intermédiaire que la langue Tiéfo a commencé à disparaître. Parce que quand il a été initié à Kong ce sont les Youla. Il est revenu avec une armée de Youla. Tu vas chez un chef de guerre pour t'exprimer, il y a un protocole. Donc, il faut obligatoirement parler les Youla. Si tu parles Tiéfo, les Tiéfo, on te chicote. Selon ce guide, il n'y a plus que 3 villages qui parlent Tiéfo, dont certains partiellement. Ici, on suit des cours de Tiéfo avec pour espoir de reparler cette langue. Cette communauté dont un chef de guerre, Tiéfo Amoro, entré dans l'histoire pour ses batailles, espère retrouver sa langue et sa fierté. Gildas Da de retour de Noumoudara. Et Yado, ça c'est ta femme. VOA Afrique. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel.